Vous écoutez Arte Radio. Jour et nuit, les pompiers luttent contre les flammes. À Los Angeles hier soir, de nouveaux habitants ont dû évacuer leur domicile. Je vous le disais, donc soyez extrêmement vigilants. Les jours où mon fil d'actualité me donne des palpitations, j'essaye de faire redescendre mon anxiété avec cette vieille technique de relaxation, vous savez, convoquer mentalement un endroit où on se sent en sécurité. Prenez une belle inspiration par le nez. Et moi, ce qui me calme, c'est pas une plage avec les cocotiers, c'est de penser que si le monde part définitivement en vrille, je pourrais toujours aller me réfugier en Lozère, dans la vieille maison de mes grands-parents, que mon père a gardée, bien planquée au fin fond de ce département, parmi les moins densément peuplés de l'Hexagone. Alors, j'essaye de visualiser la rivière, le pré, où on pourra faire pousser des pommes de terre, la forêt avec les châtaigniers, où il y aura toujours du bois mort pour se chauffer l'hiver, si Vladimir Poutine nous coupe le gaz. Mais le problème, c'est que les pommes de terre, je sais même pas à quelle période de l'année ça se plante, et je suis très mauvaise en feu de cheminée. Bref, ce que je visualise surtout, c'est que mon petit projet survivaliste de retour à la Terre, il tiendra pas la route. Et donc, ça relance mes angoisses. Parce que, vu le niveau du bordel écologique et géopolitique, continuer à vivre en ville comme si de rien n'était, ça me semble de plus en plus absurde et irresponsable. De frêles habitations face à un vent surpuissant. Mais où aller habiter ? Le toit résiste, puis s'envole comme un fétu de paille. Où se sentir à peu près à sa place quand la planète va dans le mur ? Est-ce qu'il faut acheter des stocks de farine, dégoter une vieille grange abandonnée ou atterrir pendant la catastrophe ? Oh mon Dieu, mais comment on va faire ? Ou c'est moi qui suis complètement folle de me poser toutes ces questions ? Mais c'est quoi les bonnes questions à se poser alors ? Voilà, à ce stade, c'est la panique. C'est pour ça que j'étais bien contente de découvrir que l'autrice et journaliste Marie Coq publiait un livre où elle se pose le même genre de questions. Sauf qu'au lieu d'en faire de la charpie toute seule dans sa tête, elle a écrit un très beau texte qui déplie ses dilemmes et ses incohérences. Ça s'appelle « Après le virage, c'est chez moi » et je vous propose d'y consacrer un épisode parce que c'est beaucoup mieux qu'un Xanax. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus fort ? Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 35. Où se poser quand tout s'effondre ? Si donc Marie Coq a écrit ce livre, Après le virage, c'est chez moi, c'est pour essayer de trouver ce qu'elle cherche depuis des années, un endroit où elle se sentirait chez elle, à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir à sa place ? Eh bien justement, c'est ça qu'elle essaye de tirer au clair. Pourquoi, à bientôt 50 ans, après avoir roulé sa bosse aux quatre coins de l'Hexagone, elle est poursuivie par l'envie de retourner vivre près de Saint-Étienne, dans un coin perdu de Haute-Loire, en montagne, où elle passait ses vacances quand elle était petite. C'est l'avant-dernier hameau avant le sommet de la montagne. Et donc après, c'est un cul-de-sac. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Je suis à 1100 mètres, je crois. Je vois le prochain village qui est en contrebas à, disons, 5-6 kilomètres. Si je traverse par les montagnes et par les chemins et les forêts, je suis à peu près 1 heure du chemin de mon enfance. Voilà, elle se demande si retourner là-bas, c'est une lubie, un fantasme d'urbaine privilégiée, la pire idée de sa vie ou sa planche de salut. Elle ne sait pas, elle cherche.
Pour ceux et celles qui, comme moi, sont en quête du lieu parfait, mais ne sont pas contraints au départ par une mutation professionnelle ou un rapprochement de conjoints, les possibilités sont si vastes qu'elles donnent le vertige. C'est pour cela que les classements existent. Je cherche, dans la 5e édition du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre du JDD, les places auxquelles arrivent les villes dans lesquelles j'ai vécu. Saint-Étienne, la première ville que j'ai quittée, se classe à la 32e place. Lille dégringole à la 108e. Paris, où j'ai fait beaucoup pour passer 17 ans de ma vie, est 103e. Marseille, où j'ai déménagé il y a 3 ans sans taf ni amis, décroche la 135e place, très loin du podium. Selon ce palmarès, quasiment à chaque fois que je déménage, ce serait donc pour une ville où il fait moins bon vivre que dans la précédente. Mais justement, sont-ils pertinents ces critères ? Que voudra dire le bien vivre quand la majorité du territoire sera devenue invivable ? Que choisir entre la façade atlantique, ouragan, crues et glissements de terrain, le sud, feux de forêt, nuit tropicale, prolifération des algues et contamination des eaux, la montagne, raréfaction de l'eau ? Où aller si, alors qu'on croit échapper à une catastrophe, on ne peut qu'arriver dans une autre ? C'est plutôt une forme de cohérence. Et pour essayer d'y parvenir, elle se donne une méthode qui est de reconstituer son autobiographie géographique. Essayer de mieux comprendre comment tous les lieux successifs où elle a vécu ont façonné un certain rapport au travail, à l'engagement politique, au paysage. Naître à Saint-Étienne et grandir à Saint-Étienne, moi j'y ai passé les 20 premières années de ma vie. Et c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, je me dis que je suis un peu maudite, pas de chance d'être née ici. Parce que c'est aussi beaucoup ce que raconte l'extérieur de Saint-Étienne. C'est une ville qui est très décriée, il y a vraiment des moqueries. C'est le Soulion, c'est les Guignols de l'info qui parlent de Saint-Étienne, qui est la Roumanie à 3 heures de Paris. Une ville industrielle des fêtes, le passé glorieux des mines, mais qui a complètement disparu. Et donc on intègre complètement ce récit de vivre dans vraiment le trou du cul du monde, une ville sans intérêt, des choses comme ça qui font partie d'une espèce de référentiel commun dont on ne sait pas très bien pourquoi c'est tombé sur cette région-là, sur cette ville-là. Mais effectivement, c'est des choses que nous, on n'interroge absolument pas. On défend pas la ville, on n'est pas là à se dire attends, quand même, c'est pas mal. Et puis surtout, on connaît que ça. Donc moi, je sens vaguement que si je veux, entre guillemets, réussir ma vie, il va falloir s'en aller. Si je veux une vie un peu d'aventure, c'est pas Saint-Étienne que ça va se passer. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, Saint-Étienne, c'est une ville qui manque cruellement de romanesque. Bon, c'est moi qui manquais d'imagination à l'époque, mais on voit ça dans n'importe quel roman d'aventure, que le début de l'aventure, c'est le départ. On va plus valoriser ceux qui ont eu le courage de partir que ceux qui restent. On a l'impression qu'ils restent parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose que de rester. Je venais d'un endroit qui ne faisait rêver personne. J'étais flattée de faire partie de ceux et celles qui arrivaient à s'en échapper. Mais une fois que l'on est parti, c'est comme si l'on ne pouvait plus revenir en arrière. Parmi les arguments qui sont opposés à la possibilité d'un retour, il y a celui du trou, du bled, de l'endroit sans intérêt, incompatible avec la ferveur et l'intensité que requiert une biographie digne de ce nom. Si l'on part, c'est pour plus grand, plus vivant, plus libre. Et cette liberté est aussi celle qui se gagne en s'éloignant de sa famille d'origine, l'autre argument que j'entends beaucoup. Parmi les spectres qui hantent les lieux qu'on a quittés, il y a les enfances et les adolescences contraintes, décevantes ou douloureuses. S'éloigner, c'est d'abord s'éloigner de ceux et celles qui ont rabroué, moqué, nié, puni celui ou celle qu'on voulait être. Sauf que, quand j'en pars, je me retrouve à défendre Saint-Étienne bec et ongle, c'est-à-dire que moi, je peux bien dire du mal, mais s'il y a qui que ce soit qui dit du mal sur Saint-Étienne, je lui saute à la gorge, quoi. Et puis, il y a surtout des qualités de la ville que je découvre en partant, parce que des choses que je pensais être partagées universellement par le territoire, je me rends compte que c'est aussi très particulier à Saint-Étienne, qu'il y avait une mixité sociale,
un sens de la débrouille très fort. Il y avait quand même il y a un énorme tissu associatif, par exemple, à Saint-Étienne. Toutes ces choses-là que je ne mesurais pas et dont je me rends compte en partant qu'elles étaient présentes, fortes. Enfin, qu'il y avait, je sais pas comment dire ça, mais c'est des mentalités de ville pauvre, parce que Saint-Étienne, c'est une ville pauvre, qui sont à la fois, quand on grandit, on a l'impression de passer un peu à côté de certaines choses, ou que la vie sexy, la vie désirable, c'est pas là que ça se passe, quoi. À nouveau, Saint-Étienne souffre avec Manu France. On ne comprend pas cette position gouvernementale qui s'acharne à vouloir détruire une entreprise qui peut rapporter beaucoup d'argent si on vous laisse en donner la peine et si on voulait donner les moyens à Manu France. Je voudrais travailler encore, acier rouge et main d'or. Mais en même temps, je trouve que ça a aussi ancré une forme d'humilité aussi par rapport à qui on est, par rapport à à quoi on peut prétendre, ce que j'ai retrouvé à Lille aussi, comme ça, des villes minières, des villes industrielles, où peut-être qu'on rêvait un peu moins grand, mais il n'y avait pas de fierté du territoire, en fait. Alors que ça me désolait quand j'y étais, mais maintenant où je traverse beaucoup de territoires qui sont très fiers d'eux, finalement, je me dis que cette humilité du territoire, c'était pas si mal. Michel, c'est le frère de mon père. C'est un taiseux. Il le dit lui-même, ils ne sont pas très causants, les gars de la Beauce. Ben, ils vont dire c'est beau, c'est moche parce que c'est plat, voilà, c'est ça, oui. Après, on peut dire c'est beau quand même, parce que ça change avec les saisons. L'humilité du territoire, ça fait vraiment penser à ce documentaire là de Clara Baudou, qui s'appelle Beau comme un tracteur. Et après, ça va être jaune. Tout jaune. Elle va demander c'est quoi la beauté à son oncle qui est agriculteur, qui au début comprend pas très bien pourquoi c'est à lui qu'elle va demander ça, parce que bon, c'est des champs. Et en fait, au bout d'un moment, il se laisse aller à l'exercice et il va vraiment lui montrer ce que lui, il trouve très beau et des choses que nous, en traversant comme ça par l'autoroute, on trouverait peu intéressant. Notamment, lui, il a une passion pour les éoliennes. On le voit descendre de voiture et puis ouvrir les bras comme ça pour en bas des éoliennes, comme si c'était le fleuron de sa région. Et ça, je trouve ça vraiment très beau, quoi. Il y a une attention à la beauté que peut-être on a un peu moins quand on vit dans des endroits qui sont déjà magnifiques et qui sont déjà plus carte postale, quoi. Les gens, ils se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas regarder la télé parce que les éoliennes, ils allaient la déranger. Ça n'a jamais fait, non. Donc ça fait juste plus beau. Oui, c'est pas pire que s'ils avaient mis une ligne électrique avec les fils au travers de la plaine. Il y a comme ça aussi un truc d'attachement. Ça me fait ça avec Les Mains d'Or, par exemple, de Lavilliers. Toutes ces chansons, toutes ces références du passé minier, industriel de la ville. Puis c'était alors pas tout à fait mes grands-parents, mais mes arrière-grands-parents. Voilà, c'est quand même des récits qui me font toujours un peu quelque chose. Je pense à Richard Ford et lui, il dit chaque individu est fait de 10 histoires. C'est à la fois des histoires ou des souvenirs, mais c'est pas forcément des souvenirs qu'on a vécus. Et moi, je pense que le lieu d'où on vient, c'est une des histoires. Et que forcément, on sait pas très bien ce qui se passe, pourquoi c'est cette arrière-grand-mère qui faisait ce truc-là là-bas, qui va plus vous parler, etc. Mais c'est des histoires qu'on choisit comme étant les nôtres pour se constituer en tant qu'individu. Je pense que l'histoire de la mine de Saint-Étienne, dont j'ai pas compris quand j'y étais que c'était une des histoires qui m'avait pétri, je pense que c'en est une. Après, ça veut pas dire que parce que on est dans une ville de mineurs, il faut s'intéresser qu'aux mineurs etc. Donc c'est à la fois aussi comment on arrive à faire l'équilibre entre le sentiment d'appartenance, mais sans exclure les autres. Comment on peut être content de là où on est, mais en cultivant quand même une forme de curiosité pour l'extérieur. C'est toujours ce va-et-vient. Je trouve que tous les récits du territoire sont comme si l'ancrage, en fait, c'était je trouve qu'il y a que l'extrême droite, en fait, qui a préempté ce type de discours. Si les gens de gauche acceptaient aussi de dire un peu plus que on peut s'ancrer, qu'en fait, être de gauche, c'est pas forcément être que dans le mouvement, dans l'impermanent, etc. Je pense qu'on pourrait aussi reprendre un petit peu de territoire sur ces questions-là, quoi. Ce questionnement court tout au long du livre de Marie Coq. Comment s'intéresser à la question du chez-soi,
sans déraper vers le slogan d'extrême droite « On est chez nous ». Comment développer son sentiment d'appartenance à un lieu sans produire du repli identitaire, ni rejeter les autres, ceux qui ne sont pas chez eux. À chaque étape de sa trajectoire, de ville en ville, elle réfléchit aux implications politiques de sa recherche. Après Saint-Étienne, elle passe 2 ans à Lille pour son école de journalisme, puis elle part essayer de faire son trou à la capitale. Et paradoxalement, c'est là, dans cette ville lumière qui lui faisait envie depuis longtemps, qu'elle a commencé à avoir envie de rentrer. Paris, c'est aussi le moment où je commence à habiter dans de plus en plus petit. Je me souviens que quand je fais les premiers dossiers, là, mon père, il pète les plombs parce que je lui demande d'être caution. Et en fait, je lui demande tellement de papiers qu'il m'envoie son relevé sanguin parce qu'il dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus? Je passe un peu de sous-loc en sous-loc. Je me retrouve coloc avec un vieux type. Et je trouve un appartement par un plan d'une copine, 23 mètres carrés. Et sinon, je n'aurais jamais pu me loger, en fait, avec la situation dans laquelle j'étais. Je garde le studio pendant 18 ans parce que c'est compliqué de déménager, etc. C'est là où je commence à vraiment stresser aussi sur des questions de survie financière. Je sens que s'il y a un coup dur, je vais me faire dégager tout de suite. Et je me souviens très bien que c'est vraiment là où je commence à avoir la trouille de l'effondrement financier. Je me souviens d'un moment là où je galérais financièrement, je savais plus comment payer mon loyer, etc. Et je me disais, mais vraiment Paris, il faut être en forme. Bon, c'est quand même vraiment le petit rouleau compresseur. Dès qu'on arrête de travailler, d'être actif, de rentrer de l'argent, d'être sur plusieurs projets, des machins comme ça, on sent que la ville, vous dégage très très vite. Et c'est vrai que j'avais vu aussi quand même pas mal de femmes seules à Paris, dans des boulots un peu précaires. Là, à ce moment-là, je ne sais pas si je me dis que je vais rester célibataire. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que je veux pouvoir retomber sur mes pattes toute seule, que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Mon premier réflexe, ça va être de me trouver une espèce d'assurance au cas où j'ai plus de travail, au cas où je traverse une mauvaise passe, etc. Et comme je risque pas d'acheter quelque chose à Paris, j'achète une ferme qui est inhabitée depuis 30 ans dans un tout petit hameau de Haute-Loire, en Auvergne, pas très loin de là où j'ai passé toute mon enfance. J'ai vraiment envie d'avoir comme ça une espèce de refuge. Si jamais il se passe quelque chose, l'effondrement de la planète, une catastrophe naturelle, etc., moi j'ai l'impression que je me sentirais plus en sécurité à la campagne. C'est même pas plus en sécurité, mais que ça aurait plus de sens. Quitte à mourir dans un grand mélancolia collectif, ça aurait plus de sens que les dernières images du monde, ce soit cet endroit-là, plutôt que la ville où je suis allée taffer. Quand je ressens l'envie de voir des oiseaux plutôt que des humains, je me fais un peu peur. Parce qu'avant, j'aimais les bandes, les bars bondés où il fallait se faufiler jusqu'au comptoir, les soirées étouffantes d'intensité, parler à des inconnus que je ne reverrai jamais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne si sensible au bruit, aux grands rassemblements, à la parole ininterrompue ? Bien sûr, j'ai vieilli. Plus j'avance, plus je trouve le monde difficile à vivre. J'ai la tentation grandissante de me retirer dans mon refuge, de fermer les portes. Je sens bien que j'emprunte une pente glissante. Ce que j'aime aussi chez Marie Coq, c'est qu'elle se méfie de ses propres pulsions et qu'elle n'oublie pas de penser aussi contre elle-même. Dans son livre, elle raconte qu'elle a passé le 2e confinement toute seule dans sa montagne, en Haute-Loire, et qu'elle a adoré ça. Les semaines entières à télétravailler, loin de tout, sans voir personne à part les oiseaux qu'elle observait avec des jumelles, tellement qu'à la fin, elle s'est fait un peu peur. Et donc, elle a décidé de quitter Paris, mais pas pour se retirer du monde, pour tenter une autre ville qui la faisait fantasmer depuis longtemps. L'arrivée à Marseille, il y a eu la première année qui était une espèce de lune de miel, le ciel bleu, la mer, l'espèce de nouveauté qui était vraiment extraordinaire. Et puis en fait, du moment où on commence à vraiment s'installer, moi j'ai quand même senti assez fort le complexe du venant, donc qui est ce nouvel arrivant qui arrive à Marseille pour gentrifier la ville. Tout est différent quand j'arrive à Marseille, où surgit la question de la légitimité à être là où je suis. Même si je ne dis pas à Marseille bébé et que je ne vais pas au Vélodrome,
évidemment que je me comporte en néo-marseillaise, c'est-à-dire en parisienne. Alors que je débarque avec un chômage qui dépasse largement le revenu moyen que j'arriverai ensuite à gagner en travaillant ici, j'essaye malgré tout de limiter mes tentations coloniales et mon impact gentrificateur. J'évite les lieux prisés des Parisiens en vacances. Je n'habite ni au Roucas ni en Doum. Je ne passe pas mes journées à photographier les scènes typiques de la ville. Gabian dévorant un rat, homme nu faisant un du skate en plein jour, coucher de soleil sur les rochers, street art, baignade d'hiver. Parce que rien ne m'oblige à être ici, je montre patte blanche. Dans tout mon périple immobilier, c'est vraiment le seul endroit où je me suis sentie un peu obligée de marcher sur des œufs, de faire patte blanche. Donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, je disais, alors moi je viens de Saint-Étienne. Ce truc de dire, bon vraiment, je viens de la province, je viens en amie. Et puis, en fait, cette pression-là, elle est chez les Marseillais pure souche, mais en fait, elle s'est vraiment développée au sein des venants de gauche, plus ou moins radicale, etc. Mais il y avait vraiment ce truc où il fallait performer une sorte d'identité marseillaise très particulière, qui refuse certains endroits. On va pas sur le Vieux-Port, par exemple, certaines calanques et pas d'autres. Parce qu'on va pas avec, ni avec les touristes, ni avec la bourgeoisie marseillaise. Et puis de pas être dans un rapport de prédation, ce que je trouve génial par ailleurs, mais parfois on est les frelons asiatiques, quoi. C'est-à-dire l'ennemi qui est suffisamment repérable, je comprends la démarche, mais là où c'est contre-productif, c'est qu'en fait, c'est vrai que c'est une ville qui a appris à se débrouiller toute seule, tout le règne Gaudin, etc. Voilà, c'est une ville qui a vraiment délaissé son service public de façon, hallucinant, quoi. Pour une ville de cette taille, c'est quand même complètement dingue, etc. Et en fait, il faudrait toujours raconter que c'est la faute des venants et pas la faute des politiques de la ville. Globalement, de faire à pied ou en transport en commun, ça te prend le même temps. Donc en fait, les transports en commun ne marchent pas. Et c'est très compliqué de dire les transports en commun ne marchent pas. En tant que venant, il y a vraiment une espèce d'omerta en fait sur Marseille. Il faut trouver que tout est génial, qu'on a toujours trop de chance, que vraiment c'est magnifique. Et en fait aussi, moi je m'interroge sur un peu la vision presque un peu bourgeoise aussi de la beauté du chaos et de penser que ce qui est authentique, c'est ce qui est crade en fait, quoi, ou ce qui est un peu miséreux et que là vraiment on touche à l'authenticité. En fait, la trouver dure, c'est dire qu'on n'a pas les épaules, ça veut dire qu'on est trop bourge, ça veut dire qu'on est trop parisien, ça veut dire qu'on n'est pas assez déconstruit ou je sais pas quoi. Et je trouve que c'est très difficile en fait de parler de Marseille sans avoir l'impression de choisir son camp. Ce qui est marrant, c'est que avec cette identité très forte ici, je me suis retrouvée dans des questionnements en fait que j'avais pu avoir en Haute-Loire, par exemple, où je sens bien que s'il n'y a pas 3 générations au cimetière, on n'est pas vraiment d'ici. Mais la bonne nouvelle, c'est ça qui me détend sur la possibilité d'aller vivre à la campagne. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a libérée aussi à Marseille, c'est de me dire, en fait, je peux être dans un territoire que c'est pas obligatoire comme ça d'avoir des racines centenaires, etc., pour s'enraciner quelque part. Par exemple, je me sens beaucoup mieux à Marseille depuis que je me dis peut-être que je ne serai pas ce qu'on imagine devoir être une vraie Marseillaise ici. Et ça n'empêche pas. Ça m'a détendue aussi sur les obligations que j'imaginais devoir avoir pour être une bonne néo-rurale. Je ne suis ni éleveuse, ni agricultrice. Je ne sais pas couper du bois, ni labourer un champ, encore moins faire un toit, électrifier un parc ou faire une vidange. Je sais bien qu'il n'y a pas que des paysans ou des garagistes aux mains d'or à la campagne. Mais c'est un autre cliché qui me fait entreprendre l'apprentissage de tous ces savoir-faire. C'est celui du néo-rural, débarquant dans un bled pour ouvrir un coworking, une salle de yoga, une fabrique de confiture artisanale. Je ne veux pas de ça. Mais je suis aussi consciente que mon métier peut certes se faire partout, mais n'est indispensable nulle part. Au fil des chapitres, à force de repasser comme ça mentalement par chacun des lieux où elle a essayé d'habiter, Marie Coq clarifie petit à petit son projet. Et ce qui marche bien, c'est qu'en la lisant, on peut nous aussi faire pareil dans notre tête. Et l'air de rien, c'est assez vertigineux de chercher s'il y a une cohérence dans notre parcours géographique et ce qu'on fout exactement sur notre petit point précis du globe. Je vous conseille d'essayer. J'ai toujours un peu aussi fantasmé une vie à la campagne où je serais avec mes chiens, mes fusils, dans un espèce de remake de
de western complètement. Enfin, vraiment, je sais pas ce que je ferais des fusils, mais enfin, il y avait comme cette image-là de trappeurs, d'aventuriers, des choses comme ça. Donc, il y avait un peu tout ce fantasme-là. Comme j'ai été aussi biberonnée aux récits post-apocalyptiques, là, qui sont mes grandes passions, il y avait aussi quand même beaucoup l'idée du refuge et par rapport à tous mes tiraillements de est-ce ici, est-ce là-bas, peut-être que je pourrais aller revenir en arrière, mais peut-être que je pourrais encore rebouger, peut-être que je pourrais encore tenter une autre expérience qui serait complètement différente, etc. Là, il y a vraiment une espèce de monde qui se réduit plutôt que de parcourir le monde. En plus, ce qui pose maintenant des problèmes aussi, j'essaie de ne plus prendre l'avion, comment on peut se contenter d'un tout petit périmètre autour de soi et d'en faire quelque chose d'extrêmement vaste. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment une réponse aussi au moment dans lequel on est. Comment on ne peut plus envisager les environnements de la même façon avec le réchauffement climatique. Notamment, moi, mon rapport à la chaleur et au beau temps, je pense qu'il est très abîmé par ça. Là, on est le 1er avril, je me suis baignée hier, on est en t-shirt, c'est très agréable, mais en fait, dès qu'il fait chaud, moi, je peux penser qu'au GIEC, et donc ça me gâche vraiment je peux pas être que dans le plaisir, c'est impossible. Partir en Haute-Loire, c'est aussi de me dire, j'ai eu l'habitude des hivers avec la neige. La neige, on ne sait pas combien de temps on va encore la voir, et moi, j'ai envie de voir la neige jusqu'au bout. Alors, effectivement, que je regarde la neige, ça va pas la faire revenir, mais je sais pas, il y a quand même aussi un truc d'accompagnement, peut-être, je dirais ça comme ça. Tu vas être au chevet de qui? Voilà, en fait, c'est ça ma question. À qui je tiens la main, en termes de lieu, dans ce moment de destruction? Si je pense à l'extinction des espèces, je sais pas, la destruction des habitats, voilà, en fait, c'est au chevet de la Haute-Loire que je veux être. En cas de bombardement ou de fusillade, il est recommandé de rester sur place plutôt que de courir dans tous les sens. Statistiquement, même si c'est contre-intuitif, c'est la meilleure façon de s'en sortir. C'est la même chose si l'on se perd en forêt ou en montagne. Le premier réflexe est de continuer à marcher pour tenter de trouver notre chemin par n'importe quel moyen. Le plus souvent pourtant, le plus efficace est de rester là où l'on est, de se signaler et d'attendre les secours. S'arrêter de marcher, de courir, d'avancer, c'est aller à l'encontre de notre instinct de survie, comme s'il fallait continuer à s'agiter pour rester vivant. Même sans être sous le feu des tirs, des éclairs ou des yeux du loup, c'est ce que l'on fait tous. On repart pour un tour, on tente un autre chemin. Or, la posture d'immobilité est celle qui permet de voir la vie se dérouler. Certes, on peut se faire un peu chier, mais c'est aussi l'ennui qui nous rend attentifs. J'ai vraiment une image très précise des mélèzes, par exemple, dans mon coin, ou certains types de champignons, certains coins de balade ou des choses comme ça. Et en fait, moi, c'est vraiment le lieu où se sont formées toutes mes formes de mémoire sensorielle aussi. Il y a quelque chose d'une nature que je reconnais comme étant cohérente, même si c'est un biais cognitif, évidemment, parce que c'est pas du tout naturel. En fait, l'endroit où je suis, ça a été replanté il y a 100 ans, c'est complètement façonné par la main de l'homme, etc. Je sais que intellectuellement et objectivement, ça n'a aucun sens. Mais je pense que comme c'est la nature aussi que j'ai découvert quand j'étais enfant, donc avec aussi une espèce d'innocence et puis de sens du merveilleux, tout me paraissait exactement à l'endroit où ça devait être. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je reconnais comme étant la nature la plus juste. Je me souviens très bien que quand j'étais plus petite, il y avait des jours où on n'allait pas à l'école parce qu'on ne pouvait pas redescendre en fait de la montagne parce qu'il y avait eu des chutes de neige dans la nuit qui vraiment bloquaient tout, on pouvait pas bouger. Et ben c'était comme ça. Et on acceptait qu'on était dépendant en fait aussi de l'extérieur. On fait pas ce qu'on veut en fait tout le temps parce que le dehors il existe. Or, je trouve que dans les villes, dès que la ville s'arrête plus de 2 heures, on a l'impression que c'est vraiment scandaleux. Et comment on fait, comment on va au taf, et comment on continue comme ça la grande marche économique, etc. Des absurdités en fait d'existence. Je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait de pas se sentir concerné dans les villes, d'être diverti en permanence. C'est je me place à un endroit, je vois les choses qui disparaissent, mais au moins je les vois. Toujours une part de moi qui espère que des décisions seront prises pour qu'on bousille pas tout à ce point-là, mais au moins d'avoir la décence de regarder la destruction en face. Moi, ça me donne aussi un sentiment de cohérence par rapport à ma vie.
Je trouve qu'on vit des vies de plus en plus saucissonnées en forme de strates. Voilà, on va faire l'enfance ici, on va faire les études là-bas, puis après on va bosser un petit coup là, puis après on se fait virer, puis après on va chercher ailleurs. Enfin, de me dire que de revenir au point de départ et que le point de départ est toujours aussi signifiant, ça me rassure aussi sur l'absurdité apparente de mon parcours. Finalement, je peux aussi me dire, je vais à la campagne, je vois ce que ça donne. Si ça se trouve, les injonctions que je m'auto-inflige, peut-être qu'elles sont pas forcément nécessaires et que moi, je vais être juste là, je ferai pas grand-chose, que ma maison sera ouverte aux gens que ça intéresse. C'est ce que j'ai envie de tenter, en tout cas, de voir si je viens comme ça, en faisant ce que je fais déjà ailleurs, ben peut-être qu'en fait, c'est suffisant. Après l'entretien, Marie Coq m'a dit que bizarrement, maintenant qu'elle avait fini d'écrire ce livre, elle ne savait toujours pas si elle allait avoir le courage de sauter le pas. Mais qu'elle avait mesuré tout ce que cet endroit de Haute-Loire représentait pour elle. Et rien qu'avec ça, déjà, elle sait qu'elle se sentira mieux où que ce soit. Et puis, il y a au moins une chose dont elle est sûre à la fin. L'image qu'on se façonne tous et toutes de notre dernière demeure est peut-être finalement ce qui se rapproche le plus de celle qu'on se fait de la maison. De là où l'on voudrait être si l'on n'avait pas à s'accrocher à nos identités sociales, à flatter nos égos abîmés, à accepter l'insupportable ou le médiocre, parce qu'après tout, c'est la vie. Ce que je veux, ce sont mes cendres sur le chemin pas loin de la maison du V, ni de la montagne où mon père aimerait que les siennes soient dispersées. Le chemin du chevreuil avec ma mère, des courses avec mon frère et ma sœur quand j'étais enfant, des footings avec mon père, de ce plus tard avec mes neveux et avec les chiens, des clopes fumées adolescentes, des pelles roulées avec mon premier amoureux, de la lisière aux champignons ramassée avec ma famille et mes amis, des salamandres sous la pluie, des jets d'échelles qui lancent des cris outrés dès qu'on y pénètre, des larmes que j'allais y verser en silence quand je ne savais pas où pleurer, du petit bois ramassé pour le feu, et du ruisseau qui, quel que soit le niveau d'eau, sera toujours d'une incroyable et modeste perfection. Et peu importe qui sera dans la maison du V, à la question « c'est qui dans le chemin ?», la réponse sera toujours « c'est moi ». Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. À suivre sur Arte Radio.